Alors dans cette vidéo avec un collègue, on intervient dans un vide sanitaire d'un restaurant pour réparer une fuite d'eau sur l'eau adoucie. Cette fuite d'eau donc a été vue par un sous-traitant car ce sous-traitant devait refaire toutes les évacuations et comme on peut le voir au fond de la photo à gauche, on peut voir des tuyaux en fonte. Donc ici c'est une cuisine collective et les évacuations se font en fonte parce que l'ECS, donc l'eau chaude sanitaire, peut être extrêmement chaude. Et là donc on va réparer une fuite sur l'eau adoucie. Donc cette eau adoucie c'est de l'eau chaude. Donc qui a été adoucie parce que elle va servir par exemple aux machines qui vont laver la vaisselle. Ce qu'il y a de rigolo dans cette intervention là, c'est que l'entreprise sous-traitante qui refait toutes les évacuations, c'est bien sûr une entreprise de plomberie mais qui fait donc ici des travaux, et moi je suis dans une autre entreprise qui fait donc la maintenance corrective et préventive. Donc ici c'est une panne et comme ce client là dans le contrat de maintenance, bien c'est nous qui allons réparer cette fuite. Sachant qu'entre le moment où la fuite a été vue et le moment où on a su qu'il fallait intervenir, il s'est passé plusieurs jours. Avertissement, le milieu chaufferie est réservé aux professionnels formés car le milieu est potentiellement dangereux. Il y a un risque d'explosion, d'électrocution, d'intoxication mortelle au CO et de brûlures graves pour l'intervenant. Alors comme il y a déjà des travaux dans le vide sanitaire par cette entreprise de plomberie là qui refait les canalisations d'évacuation en fond, on peut voir qu'ils ont mis des bâches pour faire une séparation entre l'entrée du vide sanitaire et la sortie du vide sanitaire, donc pour aller à l'extérieur, et le reste de la cuisine du restaurant. Donc ça c'est une méthode que l'on peut voir lorsque l'on veut isoler une zone, c'est-à-dire que la saleté reste à l'intérieur, et bien on met ce type de bâche noire, on scotche et puis voilà, un passage. Ça c'est intéressant à voir. Donc bien sûr l'accès dans un vide sanitaire, surtout lorsqu'ils sont sales comme celui-là, il y a de la flotte un peu partout, il vaut mieux y aller avec une combinaison blanche. Ça permet de protéger ses vêtements de travail de la boue. Bien sûr d'avoir des bottes, d'avoir des cuissardes suivant les cas, de mettre un masque filtrant, donc en tout cas un masque avec une soupape pour pouvoir mieux respirer, et bien sûr les lunettes et les gants jetables parce que là-dessous tout écrase. Et surtout ne pas oublier sa lampe frontale. Donc là on intervient à deux dans le vide sanitaire pour la sécurité. C'est pas prudent d'être tout seul dans une sanitaire, c'est même dangereux. On remarquera, comme je l'ai montré dans mes vidéos PAE où je vais dans les vides sanitaires, que les supportages des tuyaux sont rouillés et sont cassés par le poids des tuyaux, car dans un vide sanitaire il faut mettre des tiges filetées en inox. Donc là j'avais posé la question donc à l'entreprise sous-traitante qui refaisait les évacuations en fonte et je leur ai demandé qu'est-ce qu'ils allaient mettre comme supportage, et là ils m'ont dit qu'ils allaient mettre des tiges filetées, en tout cas un supportage en inox pour éviter ce problème là, car dans les vides sanitaires c'est le grand malheur pour faire des économies de bout de chandelle. On met des tiges filetées classiques, sauf que c'est un milieu qui peut être extrêmement humide et extrêmement corrosif pour tout ce qui est ferraille, et donc avec le temps ça casse et donc ça bousille tout un réseau, et là ça coûte très cher au client, alors que si ça avait été bien fait dès le début, ça aurait évité au client de faire les travaux qu'il est en train de faire. Et ça c'est vrai que c'est toujours hallucinant qu'il n'y ait pas des campagnes de visite de vide sanitaire et tous les supportages qui sont rouillés, qui sont prêts à céder, et bien de les remplacer. Ça c'est vrai que c'est un truc que je comprends pas, mais bon c'est comme ça, en tout cas en France. On attend que ça casse avant de réparer ou de faire des travaux. C'est stupide mais c'est comme ça. Donc on s'engage dans le vide sanitaire et on va vers la fuite. Avant, l'entreprise sous-traitante nous montre la vanne qui nous permet donc de couper l'eau chaude adoucie. Donc bien sûr avant d'y aller on coupe, car l'eau chaude il faut s'en méfier comme de la peste. C'est de l'eau chaude à plus de 60 degrés, donc à 60 degrés si tu te le mets sur la peau, c'est la brûlure instantanée. Ça m'est déjà arrivé une fois sur une pompe de retour ECS, j'ai voulu la contrôler, je me suis brûlé en enlevant la vis qui permet de contrôler la rotation de la pompe ECS là, quoi, la pompe de recyclage, de bouclage. Et donc on arrive sur le raccord fuyeur, donc on le voit, il y a de la fumée comme c'est de l'eau très chaude, ça goûte un peu, et on constate que l'écrou en laiton est fendu sur toute sa longueur. Donc ici là tu la vois, là où il y a mon curseur de souris, tu vois la fente là, c'est sur toute cette longueur là. Là on le voit clairement, donc on peut voir que la fuite a duré un certain temps parce que là on voit de la matière blanche sur le tuyau. Sur le froid d'eau aussi on constate que le raccord a déjà été changé, donc ça veut dire que l'ancien raccord avait cédé, et donc là il vient de céder sur l'eau chaude. D'ailleurs au niveau du sol on trouve cette pièce là, donc on voit que le PER est bleu, donc c'était bien sur l'eau froide adoucie. On peut voir qu'ils ont fait donc le PER et le cuivre, et on remarque que l'écrou en laiton est aussi fendu, donc c'est le même problème qu'il y a actuellement sur l'eau chaude.
Donc le collègue émet l'hypothèse que l'écrou est fendu, donc que ce soit pour l'eau froide et maintenant pour l'eau chaude, parce qu'ils avaient mis de la filasse, ils avaient mis trop de filasse et donc l'écrou a été serré. Donc la filasse souvent absorbe de l'humidité pour faire étanchéité et comme il y avait trop de filasse et ça a été trop serré, avec le temps, l'écrou se serait fendu. Donc ça c'était la première hypothèse. Sauf que on va voir après que lorsque je vais enlever l'écrou pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, on verra qu'il n'y a pas de filasse. Je rajouterai que ce problème d'écrou fondu, ça on le retrouve souvent en froid commercial. Sur l'écrou qu'il y a sur le détendeur, de l'eau rentre à l'intérieur et lorsque ça gèle, ou lorsque ça dégèle aussi à force, dans une chambre froide positive, l'eau peut être amenée à geler sur un détendeur, et bien ça éclate l'écrou, c'est-à-dire ça le fend, l'écrou en laiton qui est sur le détendeur thermostatique. Donc là on est dans un vide sanitaire, donc le risque de gel il est nul parce que en haut c'est chauffé, et puis dans un vide sanitaire qui est quand même relativement bon, donc avant de descendre en dessous de 0 degré, il faudrait qu'il fasse au moins 10 à l'extérieur avec le chauffage en panne dans le restaurant. Donc ça peut pas être le gel, ça c'est sûr, qui aurait fondu cet écrou là. Donc on peut voir que sur l'eau froide adoucie, pour réparer, ils ont utilisé un raccord instantané, que l'on appelle aussi un raccord rapide, car dans ce vide sanitaire là, on est quand même à plus de 10 mètres de l'entrée et vu la merde qu'il y a à l'intérieur, à ramener un chalumeau, bon c'est pas possible. Voici c'est possible, mais pour ça on va pas le faire car c'est une galère, une misère pour pas grand chose. Donc il y a deux solutions, soit le raccord instantané, donc pas besoin de poste à souder, pas besoin de chalumeau, ou alors utiliser un GCU et faire une brasure à l'étain. C'est-à-dire que pour braser à l'étain, on n'a pas besoin d'un chalumeau, on peut utiliser une lampe à souder, comme on a pu le voir dans la vidéo Matos 04, lampe à souder Express 351, ma première brasure avec une lampe à souder. Donc ça c'est tout petit, ça prend pas de place, c'est pas chiant à transporter, et donc voilà, donc soit souder avec la lampe à souder et de l'étain, voire de l'argent. Donc là ici on s'est pas pris la tête, on va utiliser un raccord instantané Tectite. On remarquera que l'entreprise, en tout cas ceux qui ont réparé la fuite qu'il y avait sur l'eau froide adoucie, ils ont directement coupé le PER. Ce qui veut dire que lorsqu'ils ont fait la réparation, comme on peut le voir sur la photo, eh bien ils ont dû mettre une rallonge sur le PER pour pouvoir faire le raccordement donc avec le cuivre. Donc nous, on va pas choisir cette option-là. Donc on va couper au niveau du tube cuivre pour pouvoir enlever donc le raccord fendu pour pouvoir mettre un raccord instantané. Donc on peut voir que le diamètre extérieur du cuivre est de 22 mm. Le diamètre extérieur du tube PER est de 20 mm. Donc ça je le prends au cas où j'aurais besoin d'un raccord, sachant que je n'ai que la pince à glissement pour le PER, car la pince à sertir est trop chère pour l'entreprise où je suis, dans le sens où je fais que de la maintenance, du dépannage, je ne fais pas de travaux. Donc on le voit là, il y a marqué sur ce raccord PER diamètre 20 sur la bague, et donc on va utiliser un raccord Tectite, donc ça ressemble à ça. Donc là c'est pas le bon, je n'ai que du diamètre 20 un demi pouce, et nous là on va utiliser donc le diamètre 22, donc on peut voir que ça va jusqu'au diamètre 28, donc ça sera un raccord instantané Tectite diamètre 22 en 3/4 de pouce. Donc tu as même la référence ici là, le code, et 26,70 € c'est le prix public, sachant qu'en entreprise tu le payes pas ce prix là. Donc c'est quand même bien en maintenance d'avoir des raccords instantanés pour pouvoir faire des réparations rapides. Alors je ne l'ai pas dit, mais il y a des endroits où pour souder, en tout cas lorsque l'on crée une flamme, même avec une lampe à souder, il faut un permis feu. Donc le gros intérêt des raccords instantanés, c'est que tu n'as pas besoin de permis feu, et donc c'est un gain de temps énorme, et surtout aussi dans un vide sanitaire, c'est un confort d'utilisation appréciable, car on va le voir après, il n'y a pas besoin de beaucoup d'outils pour faire le travail. Donc c'est toujours bon en maintenance, en tout cas pour ceux qui font du dépannage, d'avoir des raccords instantanés disponibles. Donc là dans mon cas, il nous fallait un diamètre 22 que l'on n'avait pas, et donc il a fallu aller le chercher chez le fournisseur, sauf qu'on était le vendredi en fin d'après-midi, et donc la réparation s'est faite le lundi matin. Et donc j'ai le raccord instantané de diamètre 22 que je n'ai pas pris en photo. Je prends aussi donc l'écrou tournant à glissement en 3/4 de pouce pour du tube de 20. Je prends ma pince à glissement au cas où. Je prends un bout de tube PER de 20 mm. Je prends bien sûr le raccord pour faire la jonction avec les deux PE, car lorsque l'on va couper le cuivre, donc on va raccourcir le tuyau, on ne sait pas si on aura assez de mou pour tirer le PER pour faire le raccordement. Donc c'est pour ça qu'on prend ces pièces là au cas où. Théoriquement on a assez de mou, car le PE fait une grande boucle, donc on peut gagner 4
4-5 cm facile. Théoriquement, ça, on le prend juste par précaution, car une fois que tu es dans le vide sanitaire, s'il faut ressortir chercher le matos, c'est quand même un peu la galère. Et donc là, j'ai le collègue qui coupe le tube. Après, il va avec de la toile émeurie, il va le nettoyer, car pour mettre un raccord instantané, il faut que le tube cuir, sa surface soit nickel. Et après, il va l'enfoncer à fond. Il faut vraiment l'enfoncer à fond pour que le raccord instantané soit étanche. C'est dégueulasse. Donc là on change ça. Donc là, on peut voir le résultat fini. Donc on a eu assez de mou pour pouvoir accorder le PER sur le raccord instantané. Donc là où il y a mon curseur de souris, là, toute cette partie-là, c'est le raccord instantané. Donc tu vois, ça c'est une bague. Si le raccord instantané fuit ou il y a un problème, tu appuies sur cette bague dans ce sens-là et tu peux enlever le raccord instantané. Le raccord instantané est démontable. Donc ce que je disais ici, là, c'est hyper important de nettoyer le cuivre. Donc on voit là, il y a de la matière blanche, je sais pas ce que c'est, mais on voit qu'il y a des dépôts dessus. Il faut que le cuivre soit nickel. Donc ça on l'a fait à la toile émeurie. Et après, donc ce raccord de 22 mm, on l'a enfoncé à fond. Quand je dis qu'on l'a enfoncé à fond, il faut forcer quoi. Et on entend un clic. Et une fois qu'il est raccordé à fond, en principe, c'est étanche. Par contre, s'il est pas raccordé à fond, c'est sûr à 100% que ça va pisser, car il y a de la pression et en plus c'est de l'eau chaude. Donc ici, on a pu raccorder le PER. Donc on a coupé, il y avait un collier en haut et on a tiré donc les 5 cm de peu qu'on avait besoin, car on a coupé le tube là où il y avait donc l'ancien raccord cassé. D'ailleurs, le collègue, bon, il a laissé la bague en souvenir, mais on voit que la bague n'a pas été enlevée, quoi, l'écrou. Et donc là, un petit zoom sur le raccord instantané. Donc pour faire l'intervention, donc comme j'ai dit, on a juste besoin de la toile émeurie, d'un coupe-tube et du bon raccord. Bien sûr, ne pas oublier de remplacer le joint qu'il y a donc entre le raccord PER et le raccord instantané. Tant qu'à y être, il vaut mieux changer le joint, ce que l'on a fait. Et après, si on a ce qu'il faut, on peut remettre le calorifuge. Bien sûr, avant de recalorifuger, il faut que quelqu'un sorte pour remettre le réseau en pression et que donc une autre personne reste en bas pour constater s'il y a un défaut ou pas, c'est-à-dire s'il y a une fuite ou pas. Et s'il n'y a pas de fuite, eh bien on remet le calorifuge et l'intervention est pratiquement terminée. Et après il faut faire les papiers. Sur cette photo, on peut voir un mamelon réduit, 3/4 de pouce, 1/2 pouce de souvenir. Ça c'est le bout de tube que l'on a coupé donc sur l'eau chaude adoucie. On voit que ça rentre ici, donc comme je l'ai montré juste avant, l'écrou on l'a laissé sur le tube. Et là on peut percevoir ici là qu'il y a une bague. On constate qu'il n'y a pas de filasse. Donc là, je reprends le morceau que l'on a trouvé dans le vide sanitaire, donc morceau qui a été remplacé sur l'eau froide adoucie. Donc on peut déjà voir qu'il n'y a pas de filasse et donc je vais enlever l'écrou. Donc on voit bien l'écrou qui est fondu. On voit que sur le tube cuivre, il y a une bague et que donc le tuyau rentre dans ce raccord. On peut voir qu'ici, là, c'est légèrement conique, là où il y a ma souris. Et donc là, ce type de raccord-là, ça s'appelle un raccord Beacon. Donc là, sur mon blog, j'avais écrit un petit article sur les différents raccords. Et donc, j'avais mis cette photo où on peut voir donc ce que je viens de montrer. L'écrou, une bague, donc elle est en laiton, et un mamelon. Donc c'est un raccord Beacon. Donc l'étanchéité est obtenue par contact métal sur métal. Une bague laiton vient se sertir sur le tube cuivre lors du serrage de l'écrou. Le raccord Beacon doit être monté exclusivement sur un tube cuivre écroué. L'extrémité du tube doit être parfaitement ronde, exempte de tout corps étranger, peinture, limaille. Un serrage excessif peut déformer le tube et créer une fuite irrémédiable. Donc ça c'est ce qu'il y avait avant, et nous on a mis ça, un raccord instantané. Il s'agit de pousser le raccord sur l'extrémité du tube cuivre jusqu'en butée. Le tube doit préalablement être soigneusement ébavuré. De nombreuses références de raccords coudés ou hantés permettent de répondre à tous les cas de figure. L'étanchéité raccord-tube est assurée par un joint torique. Donc ça, c'est vrai qu'on l'a pas ébavuré nous, parce qu'on n'avait pas d'ébavureur, mais on a surtout bien nettoyé le tube cuivre pour que l'étanchéité se fasse bien. Alors la question que l'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui a fait que l'écrou s'est fendu? Alors soit il y a eu un serrage trop fort, et avec le CS, les différences de température, la dilatation du cuivre, ça finit par le fendre. Sauf que on peut voir que ça s'est aussi
aussi produit sur l'eau froide. Donc là, il n'y a pas vraiment de dilatation sur l'eau froide. Donc probablement un serrage trop fort et que l'origine de la pièce est sûrement du bas de gamme, de la camelote. Parce que c'est vrai qu'un écrou fondu sur de l'eau froide comme ça me laisse perplexe. Encore sur l'eau chaude avec la dilatation, le kill se dilate, ça pousse très fort et ça peut, pourquoi pas, éclater le laiton. Mais là, je sais pas. Donc si tu as une idée de ce qui a éclaté cet écrou, et si tu l'as déjà vu sur le terrain, tu peux laisser un commentaire sous la vidéo et expliquer pourquoi il s'est passé ce phénomène.